Abidjan le 20 juin 2013. À la une de l'actualité, le dernier hommage de l'État ivoirien aux représentants du facilitateur de la crise ivoirienne. Brahima Badini a appelé à d'autres fonctions dans son pays à inviter les autorités ivoiriennes à parachever les chantiers des accords politiques de Ouagadougou qui restent en suspens. La ville de Guiglo, située dans l'ouest du pays, à l'honneur. La localité, à environ 600 km à l'ouest d'Abidjan, a abrité la célébration de l'édition 2013 de la Journée mondiale des réfugiés, commémorée aujourd'hui 20 juin, l'initiative du Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR. Sangon, commune située à l'ouest de Yopougon, a désormais sa brigade de gendarmerie. 30 gendarmes y ont été mutés. L'inauguration de l'infrastructure a eu lieu ce jeudi en présence du ministre en charge de la Défense. Et puis à l'étranger, en Guinée, le domicile du chef de file de l'opposition a essuyé des tirs de gaz lacrymogène et des jets de pierre. L'incident s'est produit après que Cellou Dalein Diallo soit revenu d'un tribunal de Conakry pour une affaire l'opposant à un proche d'Alpha Condé. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout d'abord, ce dernier hommage rendu aujourd'hui par les autorités ivoiriennes aux représentants du facilitateur de la crise ivoirienne, Brahima Badini. Le représentant du président burkinabé Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire est appelé à d'autres fonctions dans son pays. Avant de quitter définitivement le pays, il a invité les autorités à parachever les chantiers et les accords politiques de Ouagadougou qui restent en suspens. Pour le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan, rendre hommage à Badini, c'est célébrer la solidarité et la fraternité entre Abidjan et Ouagadougou. La cérémonie s'est déroulée au plateau. Alexis Ouedraogo. Des couleurs, un parterre de personnalités pour dire adieu ce jeudi à l'ancien facilitateur de la crise ivoirienne, Brahima Badini. Président d'institutions et membres du gouvernement ont fait chanter leur cœur à l'unisson pour dire merci à celui qui aura été l'une des chevilles ouvrières du dialogue politique de Ouagadougou. Cet accord, il faut le rappeler, a contribué à l'avancée du processus de paix engagé dans le pays après les crises de 2002. Vous vous êtes attelé à rapprocher, bien souvent dans la discrétion, des positions antagonistes. Et lorsque le processus prenait, il faut le dire, du plomb dans l'aile, c'est plus d'une fois que votre entregent personnel a permis de débloquer des situations jugées inextricables au départ. Vous avez passé bien de nuits blanches, sous haute pression, tout cela au chevet de la Côte d'Ivoire, alors malade. Au-delà de cette célébration, c'est la solidarité et la fraternité entre deux peuples, ivoiriens et burkinabés, qui est exaltée, a ajouté le chef du gouvernement. Prenant la parole, le magistrat de grade exceptionnel s'est dit confus dans ses grands honneurs. Il a salué la chaleur et l'hospitalité de ce pays frère. Brahima Badini a exhorté les Ivoiriens à poursuivre le dialogue. Le pardon ne distribue sans doute pas la justice, mais demander pardon soulage les cœurs meurtris et exonérer la conscience de sa charge motive. Les Ivoiriens doivent continuer à se parler, à dialoguer. Ce qui vous unit, la Côte d'Ivoire, est plus important que ce qui vous divise. Continuez aussi de poser certains actes forts pour prouver qu'il n'y a pas d'exclusion et ne vous fatiguez jamais de parler même à celui qui fait la sourde oreille, car la paix de la nation finira par avoir raison de sa réticence. La cérémonie a pris fin avec un cocktail dans une ambiance bon enfant. Après cet hommage, le chef du gouvernement ivoirien a échangé à la primature dans la journée avec le président de Bolloré Afrique Logistique, Dominique Lafont. En toile de fond, l'examen de différents projets d'investissement des infrastructures de transport ferroviaire et maritime. Dominique Lafont s'est aussi prononcé sur l'attribution à son groupe de la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan. Alexis Ouedraogo. Faire de la capitale économique ivoirienne un hub dans les domaines des services pétroliers pour la sous-région. Voilà l'un des projets présentés mercredi à Abidjan par le groupe Bolloré au chef du gouvernement. À très court terme, 2 portiques de quai arrivent sur le terminal conteneur d'Abidjan. Nous avons lancé la commande de 4 nouvelles locomotives sur site à rail. Nous avons un projet de développement d'une base pétrolière pour que Abidjan devienne un hub dans le domaine des services pétroliers pour la sous-région. Donc, nous avons beaucoup de projets. Dans le secteur ferroviaire aussi, le groupe entend investir près de 1000 milliards de francs CFA pour le projet notamment de prolongement du chemin de fer Abidjan-Niamey-Cotonou.
Le président de Bolloré Afrique Logistique s'est prononcé sur les critiques formulées à l'encontre de son groupe qui vient d'obtenir la concession du deuxième terminal à conteneurs. Il a assuré que ce choix n'entravait en rien la compétitivité du port d'Abidjan. Dominique Lafonte a dit prendre au sérieux les plaintes déposées contre son groupe auprès de l'UEMOA. Il a soutenu que celui-ci ferait valoir des arguments solides pour sa défense. Le 4e forum des marchés émergents s'ouvre demain ici à Abidjan. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mavri-Tokyo, s'était face à la presse aujourd'hui en vue justement d'expliquer les enjeux de la rencontre. Au programme des travaux, plusieurs sessions orientées principalement sur les problématiques de stratégie du développement dans l'optique d'une émergence et d'une croissance inclusive. Jean-Jacques Kwameala. Le forum des marchés émergents UMF en abrégé va réunir les leaders des gouvernements et du monde des affaires au niveau international afin de débattre des questions économiques, financières et sociales auxquelles les économies émergentes sont confrontées. Son objectif est de réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, les débats politiques et l'engagement du secteur privé pour atteindre le développement durable. Selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Mavri-Tokyo, pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020, ce forum qui s'ouvre ce vendredi à Abidjan est une chance. Nous allons beaucoup apprendre aux côtés de toutes ces personnalités de référence. Nous aurons aussi l'occasion dans les débats de les situer sur les efforts que nous faisons. Il y aura des sessions qui auront lieu, notamment la session sur la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre donc la vision qui a été définie dans l'étude. Et cette session sera donc présidée par le président de la République qui aura également l'occasion de faire un discours magistral à l'Hôtel Ivoire vendredi après-midi. Les experts, environ 100, vont également plancher sur les conclusions du nouveau rapport du Forum des marchés émergents Afrique 2050, réaliser pleinement le potentiel du continent. Outre les conclusions de ce rapport, 5 thèmes seront soumis à réflexion. La vision Afrique 2030, la stratégie pour réaliser cette vision, la démographie, l'inclusion, l'équité et la bonne gouvernance. Je vous le disais en titre, Songon, cette commune située à l'ouest du Haut-Pougon, a désormais sa brigade de gendarmerie. 30 gendarmes y ont été mutés. L'inauguration de l'infrastructure a eu lieu ce jeudi en présence du ministre en charge de la Défense, David Gouédan-Mobio. Cette brigade aura pour mission première d'assurer la sécurité sans exception, sans état d'âme, de toutes les personnes vivant dans cette localité, ainsi que leurs biens. La sous-préfecture de Songon, porte d'entrée ouest du district d'Abidjan, a longtemps souffert des actes de grand banditisme. Afin de soulager les populations de cette épineuse question de sécurité, le district d'Abidjan vient de leur offrir une brigade de gendarmerie, un logement pour le commandant et la mutation de 30 gendarmes, ce qui rend immédiatement opérationnelle cette brigade. Le président de la République nous a encouragés à terminer dans les meilleures conditions possibles cet ouvrage pour lequel nous sommes réunis ce matin. Parce que, monsieur le ministre, la sécurité est un catalyseur du développement. La sécurité précède le développement et la sécurité alimente le développement. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici en présence de nos frères, en attendant d'avoir des sœurs gendarmes, de nos frères gendarmes qui sont prêts, parce que le commandant supérieur de la gendarmerie l'a dit, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nos populations soient en sécurité. Le ministre, auprès du président de la République chargé de la Défense, à la tête d'une forte délégation de la hiérarchie militaire, a salué cette contribution du district d'Abidjan. Nous ne sommes pas étonnés et surpris de ce geste, monsieur le gouverneur. Et je sais que ce n'est pas le dernier geste, n'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, hier m'a appelé et m'a demandé de vous traduire très personnellement son admiration pour ce que vous faites et vous félicite très sincèrement. Le fait d'avoir une brigade
ici de gendarmerie contribuera à marquer de façon dissuasive et claire et à dire tous ceux qui douteraient encore des capacités de l'État de Côte d'Ivoire à comprendre que ces gestes et ces faits qui viennent perturber la paix et la sécurité sont terminés. Les locaux de la brigade de gendarmerie de Songon, le logement du commandant et les équipements ont coûté 200 millions de francs CFA entièrement financés par le district. Les populations de Songon n'iront plus à Yopougon, Trois-Rouges pour solliciter les services de sécurité. Une délégation de la Commission interparlementaire pour les affaires des Nations Unies séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Elle a fait un tour hier dans la commune d'Anyama. Elle s'est rendue sur le site de l'ADDR pour se rendre compte du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Victorine Yorobwe. Le désarmement des ex-combattants se poursuit. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a mis en place un mécanisme respectant les standards internationaux et adapté aux réalités ivoiriennes. Résultat, en 8 mois, 5000 ex-combattants ont été désarmés et réinsérés. L'objectif de l'ADDR pour l'année 2013 est de désarmer 30 000 ex-combattants. Les députés de l'Union interparlementaire en visite sur le site de l'ADDR à Anyama ont pu se rendre compte des avancées. Les parlementaires ont pu aussi échanger avec près de 200 ex-combattants venus déposer volontairement les armes. Je suis venue m'enrouler pour pouvoir voir un boulot, quelque chose à faire. J'ai eu à prendre arme. Aujourd'hui, s'il y a un changement, pour moi, que je puisse avoir quelque chose pour moi pour survivre. C'est tout mon problème. J'ai un permis de conduire. Ça fait depuis 2009, je ne roule pas. La majorité de ces ex-combattants a déjà appris un métier. Il s'agit donc pour l'ADDR de les appuyer financièrement pour aboutir à leur réinsertion. Des écoles, des hôpitaux et des maisons à votre disposition, c'est à ce résultat que doit aboutir la mise en exécution du PNDC, le Programme national de développement communautaire. Il vient d'être mis en place par les autorités. L'objectif est d'éliminer l'extrême pauvreté vulnérable d'ici à 2015. Reportage. Moins de 300 francs CFA, c'est ce que gagne un Ivoirien par jour depuis 2008, alors que la norme est de 500 francs CFA par jour, selon le rapport du ministère du Plan et du Développement. Face à cette pauvreté absolue, le gouvernement ivoirien réagit. Ainsi, il est mis en place depuis février 2012 un programme national de développement communautaire. Son rôle, améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Le PNDC justement part donc de la base vers le sommet, aller dans la proximité, en ce sens que ce sont les populations elles-mêmes dans les villages, dans les associations, dans les groupements d'intérêt social, se réunissent, définissent leurs priorités, élaborent des projets bien entendu avec notre encadrement et l'État avec ses partenaires finance donc ces projets. Le programme national de développement communautaire va également aider les jeunes à s'organiser en coopérative en vue de créer des activités génératrices de revenus. Réhabiliter et construire des écoles, des centres de santé, des routes ainsi que des logements sociaux. Nous sommes à jour J-12 de la visite d'État du président Ouattara dans le nord du pays. Son périple le conduira à Korogo, capitale de la région du Poro. Nos équipes déployées sur le terrain indiquent que la ville est en pleine reconstruction, surtout la voirie. Le bitumage des grandes artères évolue bien. Le constat de l'un de nos envoyés spéciaux dans la région, Alvarassa. Korogo, la capitale de la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire, est une ville qui a aujourd'hui fière allure. Plusieurs rues de cette grande ville du nord du pays qui étaient difficilement praticables ne le sont plus aujourd'hui, grâce au programme présidentiel d'urgence. De l'avenue William Tolbert à la rue des Banques, des rues en face de la grande mosquée, de la piscine municipale, de la mairie, de la préfecture et bien d'autres, toutes ces rues sont bitumées à la satisfaction des populations. On n'est plus encombré par la poussière. Bon. Quand tu t'habilles même et puis tu sors à tout blanc là, tu vois la poussière, avant de rentrer chez toi à la maison, tu vois que les habits sont salissants. Donc maintenant, bon, ça va un peu. Ça va un peu, en tout cas, ça va. Seule fausse note pour les panneaux de signalisation et surtout les feux tricolores qui n'existent plus dans la ville. On roule en désordre ici, à cause du manque de feu.
tricolore. Pour les travaux de voirie dans la commune de Korogo Ziba Blaise, directeur technique de l'une des entreprises qui les réalise, soutient que les chantiers sont avancés à 80%. Ils s'achèveront avant la visite du président de la République Alassane Ouattara au nord du pays. Nous avons commencé fin mars, avril, mai, juin, donc ça doit finir pratiquement à la fin de ce mois-là. Voilà. Donc nous tirons le chapeau à ceux qui ont financé ce projet-là. Et surtout aujourd'hui, Korogo a fière allure. Vous avez constaté qu'il y a un peu de revêtement un peu partout. Tous les grands artères sont revêtus. Vous avez aussi rencontré les lampadaires la nuit. Il y a vraiment Korogo à peau neuve. C'est vraiment une fierté pour tous ceux qui résident à Korogo, pour tous ceux qui sont de Korogo, et je crois qu'une fierté même pour la Côte d'Ivoire. Ces travaux sont supervisés par le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet. Que ces travaux se réalisent selon les règles de l'art et qu'ils sont de bonne qualité. Et nous qui sommes chargés de la supervision, et donc nous réalisons des essais, notamment au niveau du labo, pour vérifier notamment la qualité des matériaux qui sont mis en œuvre. Fofana Yakuba invite les populations de la commune de Korogo à participer à l'entretien de ces rues aux côtés des autorités pour éviter qu'elles se dégradent rapidement et que Korogo demeure fièrement la capitale de la région du Poro. La ville de Guiglo, située dans l'ouest du pays, a l'honneur. C'est cette localité à environ 600 km à l'ouest d'Abidjan qui a abrité la célébration aujourd'hui 20 juin de l'édition 2013 de la Journée mondiale des réfugiés, l'initiative du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Un choix qui évidemment n'est pas fortuit quand on sait que cette région a connu beaucoup d'affres suite à la crise post-électorale. Vous aurez le compte-rendu de notre reporter Serge Gangomin dans nos prochaines éditions. Plus de 2600 téléphones portables détruits ce jeudi. Ils avaient été saisis l'année dernière à la faveur des examens à grand tirage édition 2012 sur tout le territoire national. Une politique drastique de lutte contre la fraude en milieu scolaire. La destruction des appareils a eu lieu au lycée classique d'Abidjan. Francis Bofo. C'est une première en Côte d'Ivoire. 2635 téléphones saisis sur des candidats en situation de fraude lors des examens à grand tirage, session 2012, ont été détruits sur les yeux impuissants de certains élèves au lycée classique d'Abidjan. Ça me fait vraiment mal. C'est vrai que certains élèves sont venus avec leur téléphone, donc c'est la première fois. Mais quand même, on pouvait remettre à ces élèves et leur dire d'aller à la maison après les examens, leur remettre le téléphone. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, c'est un signal fort qu'il veut lancer aux 215 369 candidats qui frappent cette année aux portes des universités. Pas question donc de céder aux émotions des élèves, dira le directeur de cabinet du ministère. Tous ceux qui seront pris dans les mêmes conditions, eh bien, les téléphones vont subir les mêmes réactions. Cela est inscrit au dos de leur convocation. Tout portable pris sur un candidat est définitivement confisqué. Ce que nous venons de voir ce soir s'inscrit en droite ligne de cette lutte-là contre la fraude. À chaque type de fraude, il y a une sanction qui est prévue. Il y a des candidats qui sont interdits d'examen pendant au moins 5 ans. Il y a des acteurs, je veux dire les enseignants, les chefs de centre, tous ceux qui ont été pris, eh bien, ils font l'objet de conseils de discipline et selon la gravité de leur cas, il y a des sanctions qui vont avec. Les épreuves orales du baccalauréat session 2013 ont débuté mardi dernier. Elles s'achèvent ce vendredi. Les épreuves écrites, elles, démarrent le mardi 25 juin prochain. Les candidats sont invités à lire attentivement leur convocation pour éviter toute éventuelle sanction. Une vingtaine de pays africains réunis dans la capitale économique ivoirienne pour discuter des modalités d'ouverture d'une école de formation pour les inspecteurs d'État. Cette politique devrait contribuer à renforcer la capacité des institutions en charge du contrôle au sein de nos États. Lassina Ouattara. C'est lors de la 4e Assemblée générale du Forum des inspections générales d'État et des institutions assimilées en Angola que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter l'Institut international de formation au métier d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'enquête et d'investigation. C'est pour discuter des dernières modalités d'installation de ce centre de formation que les inspecteurs des pays membres du Forum ont effectué le déplacement à Abidjan. On va voir les textes qui vont créer cette école. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les locaux de cette école de formation qui va former au master, qui va faire une formation diplômante. Et l'école
va être créé en association avec l'université John Jay College de New York et va délivrer un master. Donc cela participe à la recherche de la bonne gouvernance, prônée évidemment par nos États. Pour le président du comité directeur du forum, Joachim Mandé, inspecteur général d'État de l'Angola, l'ouverture de l'Institut de formation Ayam Sokro est une opportunité offerte par le président Alassane Ouattara, qui s'est engagé personnellement et a mis l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à la disposition du forum. C'est aujourd'hui une préoccupation universelle. Comment freiner le chômage? Quelle action concrète à mettre en œuvre pour trouver du travail à la majorité? Pour essayer de résoudre l'équation, un atelier de réflexion a réuni aujourd'hui des responsables d'ONG, d'associations, de mouvements de jeunesse et de femmes, des structures de gestion et des représentants de quelques ministères. L'initiative est du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en partenariat avec la Banque mondiale. Honorine Anigori. Selon l'ONUDI, en 2008, il y avait 4 millions, soit 20% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement de la crise de 2010, ce taux a dû augmenter compte tenu de la fermeture de nombreuses entreprises. L'emploi est un facteur déterminant du développement économique et social. Il est important pour le bien-être des personnes. L'emploi est essentiel à la réalisation de nombreux objectifs généraux concernant la société, à savoir la réduction de la pauvreté, la croissance de la productivité à l'échelle de l'économie et de la cohésion sociale. Il s'agit donc au cours de cette rencontre de dégager entre autres des priorités en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, d'identifier les principaux obstacles à la création d'emplois au niveau du secteur privé et à l'émergence du secteur informel qui représente plus de 90% de l'économie. C'est surtout l'occasion de partager l'expertise de la Banque mondiale en matière d'emploi sur le thème création, emploi et insertion durable. Une politique de l'État doit permettre d'avoir un climat des affaires qui soit propice pour la création d'emplois par le secteur privé, mais le gouvernement ou le pays, au fait, peut mettre ces politiques en place, de telle manière aussi que les travailleurs sont protégés contre des abus. Tant que nous n'aurons pas de solution durable, de solution définitive, on va multiplier ce genre de rencontres parce que nous sommes convaincus que c'est au cours de ces échanges des idées peuvent apparaître pour nous aider à régler la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les résolutions de ce séminaire permettront de dégager des pistes d'actions concrètes à mettre en œuvre pour résorber le chômage en Côte d'Ivoire. Le dossier de ce soir s'intéresse à cet engin à 2 roues, désormais très prisé des populations ivoiriennes. La moto, il y en a qui l'utilisent comme moyen de transport en commun, d'autres à des fins personnelles. La moto aujourd'hui n'est plus uniquement l'affaire des villes de l'intérieur du pays. Elle s'est invitée ici à Abidjan, bouillante capitale économique d'une Côte d'Ivoire en reconstruction, avec ses avantages et inconvénients. Les usagers de la moto respectent-ils le code de la route? Quel est l'impact de cette prolifération des motos sur l'ensemble du paysage routier? C'est toute la substance du dossier de ce soir. Il est signé Doigt des Lasers. Le phénomène de moto, un engin à 2 roues, gagne du terrain à Abidjan. Et pourtant, le risque de circuler parmi de nombreux véhicules est grand. Au nombre des usagers de moto, l'on note la présence des entreprises de distribution de courrier express et certains prestataires de services. Comme Ourega Abié, plusieurs usagers se servent de la moto pour la livraison de leurs produits. Comme on doit travailler, on est obligé de faire avec quoi. Voilà, sinon c'est un peu dangereux. Actuellement, on m'a appelé à Angers pour aller livrer des marchandises, donc c'est ce que je suis allé livrer. Donc je vais à ma base comme ça. Il y a beaucoup de coûts à faire. Si je veux toujours prendre un taxi, ça va me coûter plus. Si je vais à la Koumassi comme ça pour aller, ça fait 600 francs. Alors avec Abraham 1000 francs, il peut faire aller-retour. Il peut aller à Yopougon. Bonne affaire aussi pour les réparateurs des engins à 2 roues. Belem Aruna, mécanicien dans la commune de Koumassi, se réjouit de la prolifération de la moto à Abidjan. Père de 7 enfants, il survient aux besoins de sa famille grâce à la réparation des pannes de moto. Je répare les motos depuis 80. C'est profitable puisque avec les jeunes, beaucoup sont rentrés dans les motos. On essaie de débrouiller plus ou moins avec l'engin à 2 roues.
Donc on se débrouille pas mal. J'ai 7 enfants, c'est à partir de ce métier je les nourris et tous sont à l'école. Je m'occupe de... Malgré le risque d'accident, les usagers de moto ne s'inquiètent pas. Ils considèrent la moto comme un moyen rapide pour circuler à des heures d'embouteillage. Quand tu es pressé, tu vas arriver dans un endroit dans l'embouteillage, ça te met en retard. Donc avec la moto, l'embouteillage c'est moins pratiquant que dans la voiture. Bon, accident c'est accident. C'est des trucs qui arrivent. Par contre, l'accident, on ne va plus ouvrir moto. Entre usagers de moto et de véhicules, c'est la bataille à des heures de descente du travail. Chacun force le passage pour arriver à destination. Une situation qui déplaît souvent aux chauffeurs de taxis communaux. Les chauffeurs de moto n'ont pas de papier, ça perturbe la circulation. Nous, ça ne nous arrange pas. Moi, je suis en plein. Lui peut venir couper devant moi. Le temps de freiner tout ça, je le prends. Puis on fait un constat, sa moto n'est pas assurée. La voiture est assurée encore. Tu dois tout faire pour ne pas l'approcher. Parce que tout vont faire, tu l'approches pour un constat. Et ça peut peut-être aboutir pour quelque chose. Ils ne nous considèrent pratiquement pas. Donc à nous maintenant de les éviter, sinon pour eux, comme si on ne devait pas arriver là. La plupart des usagers des engins à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Certains parmi eux refusent le port de casque et pourtant dangereux pour leur sécurité en cas d'accident. S'il y a des courses à faire rapidement, si la distance n'est pas trop longue, bon, on ne prend pas casque. Mais si on sait qu'on va loin, comme de quitter dans l'autre commune, on prend casque. Pour Tabitra, directeur de la formation à l'Office de sécurité routière en Côte d'Ivoire, le non-respect du code de la route par les usagers de moto est la première cause de plusieurs accidents dans les communes d'Abidjan. Il rassure que les dispositions punitives sont en cours afin d'amener les usagers de moto à se conformer aux règles de conduite. Et ces 2 roues sont pilotés par des gens souvent qui n'ont pas la qualification nécessaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le permis A. Et c'est certainement parce qu'ils ne sont pas qualifiés qu'ils ont des comportements à risque. Le non-respect du code de la route. Nous avons remarqué que les conducteurs de 2 roues ne se sentent pas concernés, en tout cas pas du tout, par le feu rouge. Lorsque le feu est rouge, le temps de regarder à gauche, à droite, s'il n'y a rien, il passe. Ça, c'est un comportement hautement accidentogène. Nous leur demandons également d'être très patients et de choisir une voie, se mettre dans cette voie-là et évoluer avec le flux. Au lieu de chercher à passer soit sous le trottoir, il y en a même qui roulent sur les terre-pleins centraux. Il n'y a aucune loi pour eux. Ils roulent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout la répression. Il faut que ça soit suivi de sanctions. Les engins à 2 roues, même s'ils constituent un moyen rapide de circuler, leur prolifération à Abidjan reste un danger pour la sécurité routière et pour les populations dans les communes d'Abidjan. À l'étranger, en Guinée, le domicile du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a essuyé des tirs de gaz lacrymogène et des jets de pierre. L'incident s'est produit après que celui-ci soit revenu d'un tribunal de Conakry où il devait comparaître dans un procès l'opposant à Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et membre de la mouvance présidentielle. Regardez. Des cartouches de gaz lacrymogène éparpillées dans le jardin de sa résidence. Cellou Dalein Diallo est très en colère contre la police. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité à investir son domicile de Conakry. Les violences se sont surtout déroulées autour de son domicile alors que le chef de l'opposition guinéenne, accompagné par plusieurs dizaines de ses militants, revenait d'un tribunal de la capitale. Il comparaissait pour diffamation contre un proche du président Alpha Condé. Il y a eu au moins 12 blessés, dont 3 par balle. On a été l'objet d'agression de la part de la police qui a jeté plusieurs bombes lacrymogènes et les journalistes étaient là, ils ont constaté que la fumée était partout, il était impossible de voir à 5 mètres et tout le monde avait les yeux larmoyants. Le chef de l'opposition guinéenne menace de se retirer du dialogue politique engagé entre le pouvoir et l'opposition en vue de la tenue des élections législatives. Ses partisans estiment que les policiers qui ont mené cette opération ont bénéficié d'une complicité au plus haut niveau du pouvoir. Les policiers qui sont arrivés sont identifiés. Quels sont les commanditaires?
si le gouvernement ne prend pas une décision aujourd'hui pour identifier les commanditaires, nous dire réellement quels sont les gens qui sont venus violer le domicile de M. Cellou Dalein Diallo, pour nous, le seul et unique responsable de ça, c'est M. Alpha Condé. Le gouvernement de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Premier ministre a promis des sanctions contre les responsables de ces violences. Toujours à l'étranger, le Brésil connaît son 10e jour de manifestation. Les stars du football avec à leur tête le roi Pelé ont commencé à lancer des appels au calme. Les autorités de certaines grandes villes ont quant à elles choisi de revenir sur la hausse des coûts du transport public à l'origine des troubles, mais la rue est toujours en proie aux violences comme vous le voyez sur ces images. Voilà qui marque à la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongoran. Moi, je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.